Alors bonjour et bienvenue à la Voix du Renard, la voix de la pause geek. C'est une émission qui vous est présentée par l'association de l'éthique. L'éthique, donc l'association des étudiants en informatique de l'IUT de Dijon. Cette émission vous est présentée déjà par moi-même, Monsieur Coulon. Donc je suis enseignant à l'IUT informatique, mais j'anime uniquement dans un cadre extrascolaire pour animer en fait l'association éthique et permettre aux étudiants de se rencontrer, d'échanger sur des thèmes qui font un petit peu la culture de leur département. Aujourd'hui, je suis accompagné pour cette toute première émission de Malo, qui est donc le président de l'éthique. Bonjour Malo. Bonjour. Je suis accompagné de Loïc également, qui est donc étudiant et membre de l'association éthique. Bonjour. Et je suis accompagné également de Kylian, également étudiant et membre de l'association éthique. Oui, bonjour. Alors, messieurs, le thème de ces émissions que nous allons essayer de lancer, on espère que ce sera durable. Donc là, c'est une toute première. Donc effectivement, nous allons entre guillemets essuyer les plâtres, puisque c'est les débuts. Le thème en fait de ces émissions, ça va être l'ensemble de l'univers geek, qui fait partie de la culture de l'IUT informatique et donc de l'association éthique, qui est un thème qui vous relie. On va l'aborder régulièrement. Alors la fréquence, on ne la connaît pas encore, ça va dépendre du bon vouloir et de la disponibilité de chacun des membres de l'association. On commence tout d'abord avec des étudiants de deuxième année, puis progressivement on va intégrer les premières années, et puis on espère qu'il y aura un passage de relais petit à petit. Et les thèmes dont on va discuter, c'est les thèmes de l'actualité geek. Donc en fonction des émissions, on aura des thèmes sur la musique, sur les jeux vidéo, le cinéma et les séries, les nouvelles technologies, la littérature et bien d'autres encore. On pourra même parler des jeux de rôle et compagnie. Et puis on aura en dehors de cette actualité, on aura un thème principal. Alors le thème d'aujourd'hui, ça va être le film du Joker qui est sorti en salle le mois dernier, et nous allons en débattre rapidement, mais ça ce sera à la fin. Avant, nous allons nous lancer sur l'actualité. Avant de parler de cette actualité, j'aurais aimé que chacun de vous se présente. Malo, par exemple, puisque on fait cette émission dans le cadre de l'association de l'éthique. Est-ce que tu pourrais nous présenter au moins l'association éthique et ses finalités et son fonctionnement? Du coup, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je suis le président de l'éthique. L'éthique, du coup, c'est l'association du département informatique. C'est une association qui a comme but de créer et de gérer la vie étudiante au sein du département, notamment avec des soirées, des événements autour du manga ou du jeu vidéo, mais aussi permettre d'aider nos membres à s'améliorer, à les aider dans les matières où ils ont des difficultés, avec notamment du soutien. Et du coup, on a un local à l'intérieur de l'UT où on peut venir se reposer, qui est ouvert à tout le monde, même si on ne fait pas partie de l'association. Et voilà, c'est aussi un endroit pour se détendre quand on n'a pas cours. Voilà. Très bien. Loïc, est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Oui, je suis actuellement étudiant en deuxième année et membre de l'éthique, donc pas officiellement dans le bureau, mais disponible pour les coups de main quand le bureau a besoin ou d'autres choses pour organiser. Kylian ? Oui, donc moi je suis également en deuxième année en DUT informatique. Je suis également membre de l'association éthique, et moi aussi je peux donner régulièrement des coups de main, comme l'année dernière au barbecue organisé par l'éthique de fin d'année. Très bien. Alors, sans plus attendre, nous allons rentrer dans le vif du sujet avec les actualités geeks. Le premier thème dont nous allons parler, il s'agit des jeux vidéo, et on va donner l'honneur au président. Merci. Tu vas nous présenter un petit peu ton actualité geek au niveau des jeux vidéo, et puis nous on va réagir par rapport à ça. Voilà, donc il y a pas mal de gros jeux qui sont sortis récemment. J'en ai choisi 3 que je vais vous présenter. Petit résumé, et après on va en débattre de si c'est des bons jeux ou pas, des différents points de vue qu'on peut avoir. Donc le premier, évidemment, c'est Death Stranding, excusez-moi pour mon accent, qui est sorti sur PC et PS4. Qu'est-ce que c'est que ce jeu ? C'est le nouveau jeu de Kojima, donc le créateur de Metal Gear, de la série des Metal Gear, qui est un des plus grands concepteurs de jeux vidéo qui a jamais été. Et du coup, je vais vous parler un peu de son scénario, sans évidemment spoiler, parce qu'ici on n'aime pas trop spoiler. Donc après une catastrophe un peu bizarre qu'on appelle le Death Stranding, le monde des vivants et des morts se sont rapprochés.
Ce qui fait que nous, on se retrouve dans le monde comme lequel qui est complètement dévasté et qui a des monstres un peu surnaturels qui se déplacent un peu partout. Et les humains qui se retrouvent très nombreux, parce qu'ils se sont fait quasiment tous exterminer, se sont cachés dans des villes très fortifiées. Et le principe, c'est que on va incarner une personne qui s'appelle Sam Porterbridge, qui est un livreur et qui va essayer de relier les différentes villes entre elles. Donc, est-ce que vous connaissez le jeu à peu près? Est-ce que vous en avez vu les démos, etc. Oui, j'en ai vu quelques démos, enfin quelques démos. J'ai quelques gameplay, j'ai vu beaucoup de randonnées, on va dire. Ouais, c'est ça. C'est la plus grosse controverse du jeu. Voilà. C'est un jeu qui est très particulier parce que bon, c'est un jeu de Kojima, donc l'histoire est très importante. L'univers est magnifique, graphiquement c'est magnifique. L'univers est très poussé. On a une histoire qui est magnifique, qui est très complexe, qui est très intéressante du coup. Mais du coup, le parti pris qui a été fait, c'est que c'est pas un jeu d'action où il y aura beaucoup de combats. C'est surtout un jeu où on va faire quasi exclusivement, voire exclusivement, ce qu'on appelle des quêtes FedEx, qui est donc FedEx comme la marque, donc c'est-à-dire du transport de n'importe quel élément d'un point A à un point B. Et le problème, c'est que du coup, les quêtes FedEx sont considérées comme un peu des bouches-trous dans les jeux vidéo classiquement, parce que c'est des quêtes qui sont pas forcément ultra intéressantes. Et du coup, normalement, on les met pour remplir un peu le jeu. Et du coup, faire un jeu uniquement sur ce style de quête, c'est un parti pris. Et du coup, le problème, c'est de savoir si un jeu vidéo peut être bien avec une histoire magnifique, mais un gameplay qui peut être un peu ennuyeux et un peu répétitif. Alors, pour simplifier ce que tu dis, puis le vulgariser, si j'ai bien compris, d'habitude, la différence entre un jeu vidéo classique et un FedEx, c'est que d'habitude, on a un fil conducteur, c'est ça? Un fil rouge qui est suivi, qui fait avancer le scénario? Oui, bah, on a des combats où on a plein de choses à faire dans un jeu. Mais c'est l'idée de faire avancer un scénario, c'est ça? Voilà. Mais du coup, ce qu'on appelle Là, les ce sera quêtes pas le FedEx. Alors si, mais en fait, les quêtes FedEx, c'est un type de quête. Comme on peut avoir, par exemple, les quêtes dans des jeux, ça peut être aller tuer des monstres, aller terminer un donjon, par exemple, des trucs dans le genre. Mais on peut aussi te demander d'aller à un point A, à un point B en amenant un objet. Moi j'avais le souvenir, je sais pas, enfin moi, je connais pas du tout Ouais. ce jeu, mais de souvenir de Metal Gear Solid à l'époque, qui était plutôt un jeu d'infiltration. Voilà, Là par ce sera exemple. pas le cas. Non, absolument pas. D'accord. Absolument pas. Et du coup, c'est vrai que c'est un parti pris et je pense que le jeu a pas mal de détracteurs pour ça. Ouais. Un autre parti pris du jeu qui est, je trouve, assez intéressant, c'est son aspect solo communautaire. Où Oui. en gros, le jeu est une aventure en solo, on croise personne, mais la map est impactée par tous les joueurs du jeu. Tout le monde va y construire des ponts pour faciliter, par exemple, la traversée d'une rivière pour pouvoir accéder à une ville plus facilement, etc. Et plus l'objet va être utilisé et liké, comme on pourrait liker une photo sur Facebook, plus l'objet va rester dans le monde et être visible par grand nombre de personnes. Donc la map est évolutive en Voilà, fait. la map est pour évolutive l'ensemble. par la communauté, mais on ne voit jamais d'autres joueurs sur la map, à part nous. C'est ça qui est, c'est assez relativement étrange. Mais apparemment, ça fonctionne plutôt bien. Oui. Et c'est un- Le jeu existe déjà ou il Oui, est le jeu sorti est sorti, le le jeu est est sorti depuis de- quelques semaines. D'accord. Et les avis des gens, il est plutôt positif ou plutôt Il est négatif? plutôt partagé. pour Voilà, c'est l'instant. partagé parce que c'est un vrai nouveau jeu, en tout cas style de jeu, parce que bon, l'histoire est magnifique, en tout cas c'est vraiment le point fort du jeu, c'est vraiment une histoire qui est exceptionnelle et un univers qui est exceptionnel. Mais du coup, Le gameplay le est game- beaucoup plus mis voilà. à part que par le rapport à gameplay l'histoire. est voilà, Donc, plus compliqué. Pour des joueurs qui préfèrent quelque chose avec de l'action et qui sont pas trop plongés dans l'histoire, ça collera peut-être pas. Voilà. Kylian, tu voulais donner ton avis? Oui, bah, je trouve que c'est d'autant plus un parti pris que c'est une grosse boîte, donc c'est vraiment une décision forte et je trouve que c'est plaisant dans le sens où bah, ça change d'autres jeux. Des jeux d'action comme les gens peuvent les apprécier, il y en a beaucoup et eux ils ont essayé de se démarquer et je trouve ça vraiment bien. Ils ont mis beaucoup dessus et je trouve que vraiment ce concept d'être seul mais d'impacter indirectement le choix, avec notre choix, certaines décisions de construire des ponts et du coup le gameplay d'autres joueurs, je trouve ça vraiment
innovant comme concept et je pense que vraiment que ça peut plaire en fait. D'accord, donc si on résume, parce qu'on va passer aux autres Oui. actualités, on est sur un jeu assez novateur, hein, d'un gros studio, et qui a fait un pari en fait. Hein, et donc on est bien d'accord que chaque innovation, elle part d'un pari. On verra après si le pari sera... Après, si ça marche ou pas. Si l'essai sera transformé, on va dire. Voilà. Et le nom du jeu, tu peux le rappeler? C'est Death Stranding, D'accord. donc, avec mon magnifique accent. Ok, on continue, si tu avais deux autres jeux, tu nous avais dit. Ouais, on va parler donc de la deuxième grosse sortie de ce mois-ci, c'est évidemment Pokémon. Donc Pokémon épée et bouclier, donc la 8ème génération qui est enfin là. Donc le Pokémon ce Pokémon qui se base sur l'Angleterre de base pour créer son univers et la contrée où on se balade. Le scénario se passe en Angleterre. Alors, Sur un en gros, pays inspiré. voilà, Ah, c'est comme, un pays imaginaire, mais c'est inspiré par l'Angleterre. Et ils font ça, par Ils ont exemple, fait la première ça génération, dans c'était chaque. Au départ, ils ont commencé avec des différentes régions du Japon, ouais, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Et après, ils ont fait, par exemple, Ils ont la France, à un moment. Je crois que Les c'est- États-Unis également. Oui. Et alors l'inspiration Angleterre, c'est quoi? C'est l'environnement Harry Potter? Non, c'est euh, non, c'est plus. Il y a du brouillard, il fait sombre. Industriel. C'est plus industriel. D'accord. Il y a D'accord. plusieurs zones en fait, mais on Oui. a une zone industrielle. Industriel. La map est assez linéaire. Non, Ouais, pas vraiment elle est linéaire, plus, mais elle est plus verticale plutôt. parce Parce qu'on commence vraiment tout en bas de la map et on Vraiment va comme monter l'Angleterre. petit en petit. D'accord. Qui a vraiment une- Ça, c'est le changement de ce jeu par rapport aux autres. Voilà, Oui. bah après c'est aussi les Pokémon, donc comme vu que c'est une nouvelle génération, il y a des nouveaux Pokémon qui arrivent. D'accord. Les Pokémon sont, moi je trouve qu'ils sont bien Ils sont inspirés. bien. Assez peu nombreux. C'est la deuxième plus petite génération, si je me trompe pas. Ouais, ils On, sont un on peu récupère pas les anciens Pokémon Alors de si, la alors, génération. si, il y a Et des, justement, il y a eu une grosse polémique par Voilà. rapport à ça. parce que en gros normalement dans les jeux Pokémon, tous les Pokémon des anciennes générations, on peut les retrouver dans le jeu, même si on les voit pas dans l'état sauvage entre guillemets, on peut les transférer Depuis une banque, depuis grossièrement. voilà, depuis une ancienne génération, de D'accord. jeu Donc là, jusqu'à c'est une plus nouvelle possible. Et ben là, ils ont décidé d'enlever la moitié des Pokémon de toutes générations confondues. Et l'objectif, c'est quoi? Alors l'objectif, c'est pas vraiment si c'était par manque d'espace pour le jeu. Ouais, d'espace pour le Ou jeu. des est-ce contraintes, que- en fait. Voilà, Des est-ce que c'est des Si contraintes c'était des physiques? contraintes, si c'est pour essayer de faire un peu plus plaisir aux joueurs stratégiques qui, du coup, ça fera bouger un peu plus, ça évitera d'avoir Les mêmes Pokémon qui reviennent D'avoir dans les, toujours la dans les même combats de chose. Pokémon stratégiques. essayer d'apporter un peu de nouveauté Voilà. là-dedans. Après, moi je trouve que ça rajoute aussi un peu de réalisme entre guillemets, parce qu'on part du principe que c'est une nouvelle région complètement différente. Donc on peut se dire que il y a des espèces de Pokémon qui ne Qu'on sont ne jamais peut- qu'on trouvera pas. qu'on peut pas trouver parce que Bon, j'imagine que Pikachu et Dragofeu, on les trouvera ceux-là. oui. On les trouve partout ceux-là. Alors moi c'est assez marrant ce que vous me racontez sur ce jeu, parce que moi quand j'ai vu la publicité, j'avais l'impression où on voit toutes les générations qui se succèdent les unes après les autres, on a l'impression que c'était un peu le gros crossover de l'ensemble des générations, et en fait pas du tout quoi. Alors j'ai peut-être mal interprété le message publicitaire. Non, il n'y a pas de. Non, il n'y a pas vraiment pas de crossover entre les. D'accord. Après, on a des références aux anciennes régions qu'on a explorées, évidemment. Et autre question, j'ai entendu parler justement d'un retour aux sources dans le mode de jeu, puisque le précédent qui était sorti sur la Switch, Oui. donc là c'est sur la Switch. Hein, qu'il Alors, sort. c'est toujours sur la Switch. Et le précédent était pas du tout dans le gameplay. Alors, c'est très l'équivalent des autres. particulier. Le dernier, Let's Go Evoli et Let's Go Les deux- Pikachu. oui, les deux jeux-là avaient plus été faits pas comme un vrai jeu Pokémon officiel, entre guillemets, comme les Pokémon précédents sur DS, mais plus comme un jeu de salon pour les joueurs de Pokémon Go, je pense. Ouais, plus D'accord. ça en fait. C'était parce qu'on Il y a- pouvait il y a- pas, il y a le pouvait même- pas, il y a- il y a- attaquer les. on pouvait pas les Pokémon. attaquer, il y a le même système de capture. Voilà, donc c'est un peu particulier parce que C'est- c'était le premier jeu qui avait été remasterisé avec une nouvelle façon de jouer, Une c'est ça. nouvelle façon de jouer, oui. Que celui-là ça va être un vrai Pokémon. Là, avec là, les voilà, points de là, vie, c'est vrai- c'est un vrai Pokémon. Donc d'après vous c'est mieux ou c'est moins bien? Que Pokémon Let's Go. Let's Go, moi je trouve ça beaucoup mieux. Moi je trouve ça beaucoup mieux aussi parce que le système de combat contre les Pokémon sauvages est quand même sympathique. Plus Ouais, non, que mais il est sympathique, plus que de devoir lancer 300 Pokéballs Ouais, c'est à ça. côté, en plus Mhm. avec la détection de mouvement C'était pas terrible, qui est terrible. pas terrible. Non, mais après, le jeu est beau, l'univers est bien, l'histoire, elle est pas. Ok, je trouve qu'elle était pas folle, mais au final, c'est pas Il y a- forcément le plus important. Oui, dans un Pokémon. on a déjà vu mieux dans les Pokémon où ils ont été chercher vraiment plus loin, mais oui, celle-là. Ouais, mais là, c'est intéressant. Kylian, ton avis toi?
Bah ouais, je suis pas un, j'ai jamais été un grand fan du jeu et des univers Pokémon, tout ça. Cependant, j'apprécie quand même particulièrement le nouveau et j'apprécie beaucoup la nouvelle région en fait et le fait qu'on puisse trouver du coup des nouveaux Pokémon dans cette région et pas ailleurs. Et ça fait, je trouve, un écho par exemple à Pokémon Go où quand on peut trouver des Pokémon en Amérique du Nord par exemple, on n'en trouve pas forcément en Europe. Et je pense que ça fait un petit peu le même principe et ça force aussi les gens à échanger, à communiquer, soit à visiter d'autres lieux, soit à échanger avec d'autres personnes, etc. Et le système d'échange, etc., je trouve que ça incite les joueurs à ne pas rester seuls, quand bien même ils sont seuls devant leur Switch. Et ça, je pense que c'est un bon concept aussi. Et donc chacun, vous avez tous joué au jeu? Les Alors, trois moi, Oui. nous deux, on y Nous, joue on y actuellement. joue, ouais. Et alors, je vais vous demander, pour qu'on avance du coup, Ouais. parce que là on est déjà à 15 minutes, de donner déjà un avis déjà assez simplifié, et puis pour trancher, soit donner une note, soit faire un avis qui dirait à acheter, à essayer ou à éviter. Euh, je pense que le Pokémon il serait acheté. En vrai, il est bien. Ils ont rajouté une mécanique qui s'appelle les Gigamax, donc c'est-à-dire des Pokémon qui deviennent géants, et c'est vraiment jouissif à jouer avec. Vraiment, on a une sensation de grandeur et de puissance quand on joue D'accord. à ça. Donc Malo acheter. Moi, je dirais plus essayer. Le Gigamax, c'est pas quelque chose qui m'a transcendé quand j'ai vu dedans. Je l'ai quasiment jamais eu besoin de l'utiliser à cause de la facilité du jeu la plupart du temps. Ok. Kylian. Je vais dire essayer aussi, et je rejoins Loïc sur le fait que ça reste un jeu relativement facile, entre guillemets, qui s'adresse parfois à un public relativement jeune, donc il se doit d'être quand même relativement simple d'accès. Et donc pour quelqu'un qui connaît déjà l'univers et qui apprécie le jeu, c'est simple et c'est intuitif. Pour quelqu'un d'autre, essayer c'est déjà bien. Après, s'il arrive à adhérer à l'univers, il peut aller plus loin. On passe au dernier jeu vidéo. Oui, alors, dernier jeu vidéo qui a fait un peu moins de bruit, c'est The Legend of Bombo, qui est sorti sur PC et Switch. C'est un jeu, c'est la dernière pépite de Edmund Macmillan. Alors Edmund Macmillan, c'est qui? C'est un développeur indépendant qui est extrêmement connu, notamment avec ses deux précédents jeux qui sont Super Meat Boy et Binding of Isaac. Donc je pensais que c'était quand même important qu'on présente un jeu indépendant, sachant que Bumbo, ça a un lien avec l'automobile ou pas? non. Ça, Edmund Macmillan est le développeur qui a remis au goût du jour les jeux dits hardcore, qui sont très compliqués à finir, très complexes dans leur mécanique. Et donc ça demande un bon niveau de jeu. C'est quoi pour comme réussir. type de jeu? Alors c'est un jeu un peu particulier. En gros, vous incarnez Bombo, qui est un petit personnage qu'on trouvait dans son précédent jeu, Binding of Isaac, donc ça se passe dans le même univers que son précédent jeu, qui s'est fait voler sa pièce et qui rentre dans un donjon qui est construit aléatoirement et qui va essayer de le récupérer. Et donc le principe du jeu, c'est qu'on va enchaîner les combats et pour gagner des pièces et après pour améliorer son Bombo, en gros. Et comment ça fonctionne les combats? En gros, on a un sorte de tableau avec de tableaux comme un peu dans Candy Crush avec plein de dessins différents. Et en gros, le principe c'est qu'on va devoir bouger les symboles pour les aligner aligner 4 symboles pareils D'accord. et après ça fait une attaque. C'est un casse-tête un peu. Un jeu Ouais. de casse-tête. C'est un peu ça de stratégie, c'est très particulier, c'est un gameplay qu'on voit pas souvent. Tu l'as joué déjà? Non, mais j'ai vu quelques vidéos, notamment Mister MV, qui a fait beaucoup de vidéos dessus, et donc vous pouvez le trouver sur YouTube. Et du coup, c'est vraiment intéressant, c'est un univers qui est très dark, très particulier, avec des graphismes qui sont enfantins et qui sont un peu déroutants, on va dire ça honnêtement. Et voilà, et du coup, c'est un jeu qui est très étrange, qui est pas fait pour tout le monde. D'accord. Évidemment, mais si vous voulez regarder un petit peu et peut-être essayer un petit peu, vous Ton pouvez faire avis, un ce surprise. serait du coup? Essayez. Essayez. Essayez aussi, les autres créations de Edmund Macmillan ont été excellentes. Super Meat Boy, j'ai pas joué, mais même le speedrun de ce jeu est agréable à regarder. regarder, Ouais, même si on puis connaît Très pas le jeu. agréable, même si on C'est ne ça, connaît pas. c'est- Voilà, Ok. donc le speedrun, C'est- c'est de faire un jeu vidéo le plus rapidement possible. Et Super Meat Boy est fait pour ça parce que c'est C'est un des premiers, c'est un des. c'est un des premiers et c'est un sorte de Mario Bros. Donc il a pris Mario Bros et il l'a rendu beaucoup plus compliqué Ok. C'est ça. et avec beaucoup de pièges vicieux. Ouais, Kylian, pour ton les avis, joueurs du qu'on- coup qu'on joue à Mario Bros ou quoi, je trouve que c'est vraiment un jeu immersif et je trouve que pour quelqu'un qui apprécie, il,
il va vraiment apprécier dans le sens où c'est un concept vraiment particulier, c'est un petit peu, je dirais pas lugubre, mais Et tu dirais à acheter un ou petit à peu essayer à passer à essayer aussi. Et oui, D'accord. Super Meat Boy était vraiment une réussite. Pour les joueurs qui voulaient un petit peu plus de difficulté, Binding of Isaac était vraiment réussi aussi, donc je vois pas pourquoi. Très bien. Alors je vous propose maintenant qu'on passe à l'aspect musique, puisqu'on est déjà à 20 minutes. Oui. Donc, et c'est Loïc qui va nous parler de Rock'n'Roll. Oui, alors il y a un peu plus d'un mois maintenant, les places du Hellfest ont toutes disparu en moins de 2 heures. Mais ce n'est que ce soir qu'on va découvrir les 120 groupes qui vont y jouer sur les 3 jours de festival. Mais il y a déjà eu plusieurs rumeurs de gros groupes qui comptent y jouer, comme Ghost. Voilà, bon, Ghost, grand fan de Ghost. Donc, petite présentation de Ghost. Ghost, c'est un groupe de métal, même si je pense que c'est accessible à tous, c'est plus du rock. Oui. C'est très doux comme métal, donc même si vous n'êtes pas fan de ce C'est genre de musique, originaire d'où de Suède. Et c'est un groupe très particulier avec une. Mais eux, ils sont officiels ou pas? Aucun groupe n'a été officiel, il y a énormément de rumeurs sur les grandes têtes d'affiche. Alors, quelles sont les rumeurs sur les têtes d'affiche? On a entendu parler pour Ghost, Rage Against the Machine, qui Ouais, au qui final ont- aura été démenti. System of Down, qui font une tournée européenne au moment du Hellfest et n'ont pas de date proche du moment du festival. Judas Priest, Fate No More, Iron Maiden qui a été cité, AC/DC, énormément de gros groupes. D'autres plus petits groupes aussi français auxquels ont été cités, Think of a New Kind, un groupe français que j'ai pu aller voir qui est assez violent lui par rapport à Ghost. Il y aura très probablement aussi les habitués, on peut penser à Ultra Vomit qui sont là à quasiment toutes les éditions depuis plusieurs années. Et alors, est-ce que tu peux nous dire justement ce fameux festival, où est-ce qu'il se situe et à quelle date? Alors le festival il se situe à Clisson. Situe un petit peu pour les gens qui connaîtraient C'est à pas. côté de Nantes, du coup. À côté de Nantes, oui. Et le festival, il se déroule, si ma mémoire est bonne, du 21 au 23 juin, juillet. Ouais, juin. D'accord. Mais par contre, c'est trop tard pour avoir les places. Mais oui, les places, après, les places pour les passes 3 jours. Après, sur place, ils vendent les passes à la journée. Oui, si il y a je me des trompe pas. je- Et combien ça vaut à la journée? Alors, c'est 300 € normalement Les passes 3 jours et c'est une centaine d'euros la Une journée. centaine d'euros la journée. D'accord. Tu as déjà fait le Hellfest? Non, j'aurais bien aimé cette année, mais j'ai vu le lendemain des places qu'il y a eu les ventes. Et j'étais très triste. Et Eh oui. ouais, le problème, moi c'est vrai que moi non plus je voudrais bien y aller, mais j'ai pas mal. Généralement j'ai des examens, on a généralement des examens en fin d'études. C'est ça. où, Il y a ça tombe la période des soutenances. La date Voilà. nous bloque beaucoup Voilà, et ça. c'est vrai que les places se vident Vos aussi soutenances, très elles vite. tombent quand précisément? Fin juin. Fin juin, donc la fin de semaine. Hellfest, il est fin. Ah, j'ai compris fin juillet, moi. Non, fin juin. C'est fin C'est juin, fin d'accord. juin, ouais, c'est Et donc du fin coup, les soutenances. Il a dit tombent juillet tout à l'heure, non? J'hésitais Non, entre juin et juillet, mais oui, Non, c'était c'est juin. Ouais, Donc c'est juin, on est d'accord. Et les soutenances tombent le jeudi, vendredi avant et Oui. le lundi d'après. tout ça. Voilà. Et comme le Hellfest nécessite de se déplacer, souvent c'est aussi une. Vu que c'est assez ça, loin, ça prend du temps et de l'organisation. Donc, Voilà, et c'est un gros C'est budget sur quand les même. Donc vous proposez qu'on cale à l'avenir les soutenances pour en fonction des festivals de métal, c'est ça? oui, Ah, ça moi me ça me dérangerait gênerait pas. Certaines personnes ne seraient pas dérangées. Alors, juste votre avis, visiblement, si c'est quelque chose que vous avez pris, on peut refaire le même. Est-ce que le Hellfest, d'après ce que vous en connaissez, est-ce que bon, pour un amateur de métal, bien évidemment, est-ce que c'est à acheter, c'est-à-dire on y même va? de rock. Déjà le Hellfest c'est quand même, faut préciser, c'est quand même le festival le plus sécurisé, en tout cas le plus sécurisé en France et peut-être même dans le monde, parce que genre il y a, comparé à des festivals électro où on a beaucoup de polémiques, surtout sur la violence envers les femmes, le Hellfest il n'y a pas, ou il y a très peu, genre c'est vraiment exceptionnel. Et c'est pour ça que rien que pour ça c'est bien d'y aller, parce que la communauté métal est souvent dit comme extrêmement violente, alors que absolument pas. Et le Hellfest le montre très bien, que c'est une communauté qui est extrêmement gentille. Disons qu'on a des prérequis sur Voilà. la communauté du fait des codes, par exemple, qu'il peut y Des avoir codes vestimentaires, oui, qui euh, peuvent être particuliers, qui peuvent faire très peur. particuliers parfois dans le Ouais, dans peut le être festival, très dans l'excès. mais qui sont un peu comme
on a l'impression d'être un peu en Angleterre où personne fait gaffe au final. Ouais. Ça a beau être très particulier, personne fait. Fais attention à personne toi et à ce que réagit tu portes ou- en fait. Ouais. Et il y a des personnes, enfin moi je sais que pour avoir fait, j'ai pas fait le Hellfest, mais de nombreux festivals de rock où vraiment on a des gros bourrins Oui. qui physiquement on peut se dire qu'ils ont pas l'air hyper sympathiques et dès qu'on engage la conversation, Oui. tout est hyper positif et Oui. justement il y a jamais de violence alors que justement on a des bœufs en face de nous ou alors c'est pas de la violence volontaire quoi. C'est parce C'est qu'on ça. s'est Oui. approché un peu C'est- trop près de la c'est ça. scène et que C'est oui, la seule c'est ça. violence qu'il peut y avoir, c'est dans les pogos, mais c'est du gentillet. c'est encore, pas une comme- violence pour faire mal. C'est C'est pas- pas une non, violence c'est- pour faire mal, et puis si on n'est pas fan de cette violence-là, On peut on peut s'écarter. s'écarter, on profitera Tout à fait. autant. Ok. Après, voilà, après le problème du Hellfest, c'est que ça coûte très cher. Donc, Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que les 300 euros d'après vous je valent la pense peine? que vaut le coup. Si- Si vous êtes vraiment, vous aimez le Si on rock et le apprécie métal, beaucoup, ouais. je pense qu'il faut au moins y aller une fois. C'est ça. Mhm. C'est Parce une que expérience à voilà, faire. c'est une Claire, expérience à faire. vraiment. Et vu que le festival se déroule sur 4 ou 5 scènes différentes en même temps toute la journée, il y a clairement moyen de regarder la programmation et de se faire des journées entières avec rien que de Donc, musique, est-ce qu'à l'avenir, quand vous n'aurez plus de soutenance, moi ce sera pas mon cas parce que je suis parti boire souvent des soutenances, mais est-ce qu'à l'avenir vous iriez? Alors Loïc, Ouais. tu commences. moi, clairement. Moi, évidemment. Oui, je pense, oui aussi. D'accord. Bon. Voilà. très Et, bien. Alors- voilà. Mais après, si ça coûte trop cher, il y a d'autres festivals de métal Festivals. qui sont pendant l'été, notamment le Motocultor, qui coûte beaucoup moins cher et qui est aussi. Motocultor, c'est où ça? C'est en Bretagne. Je pourrais pas dire où c'est exactement, mais je sais que c'est en Bretagne. Et c'est un gros festival aussi, mais qui coûte 3 fois moins cher. Donc, Il y a également le Download, je crois, qui est plus court et qui rassemble plus de styles de métal différents sur Paris aussi. et qui est sympathique apparemment de ce qu'on en a parlé. Donc voilà, donc Alors. il y a quand même d'autres festivals aussi. En local, à Longwy, on a le Rising Fest. Eh oui, Oui, c'est vrai. si, c'est vrai, c'est j'ai vrai. dit, en c'est effet, pas c'est une vrai, bêtise. c'est vrai. On l'a pas noté. mais oui. C'est pas une bêtise, mais on l'a et c'est au mois d'octobre. Et bah, cette année, je l'ai fait moi et on avait Blaise Bellet qui était le précédent, enfin l'avant-dernier chanteur, on va dire, d'Iron Maiden. Et donc du coup, ça c'était sur quelque chose de local. On a terminé pour l'aspect rock. Oui. Ouais. Du coup, c'est maintenant les nouvelles technologies avec Kylian. Oui, donc au niveau des nouvelles technologies, déjà je vais parler de quelque chose qui est sorti il y a quelques mois. Un robot dans une pizzeria qui a été codé et programmé par deux personnes et qui a pour but d'automatiser un maximum la confection d'une pizza. Alors ça va de pétrir et d'étaler la pâte à même mettre les ingrédients, la mettre au four et à faire la cuisson de la pizza. Et le gros point fort de ce robot, c'est qu'il est complètement autonome et qu'il peut même gérer, par exemple, mettre plusieurs pizzas à cuire et il peut mettre différentes cuissons, chacune pour une pizza. Et c'est pas n'importe quelle pizzeria avec simplement un concept qui a été créé, puisque cette pizzeria est recommandée par le triple champion du monde de pizzaiolo, Thierry Graffanino. Le Désolé. champion du monde de pizza. Oui, Ah, ça rigole existe. plus. Donc c'est vraiment une pizza qui a été créée réellement par le robot de A à Z. La seule chose que l'humain a à faire, c'est évidemment gérer les stocks en amont, mais c'est le robot qui va lui-même faire la pizza de A à Z. Et donc ça permet de réduire tout ce qui est coût, main d'œuvre, etc. Et il est très coté et donc je pense que ça peut vraiment devenir quelque chose qui peut s'étendre à d'autres domaines au-delà d'une pizza et même de la gastronomie. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut nous être utile et ensuite qui peut nous apprendre des choses sur comment optimiser notre temps, etc. Très bien. Juste une question, il est commercialisé ce robot? Alors je sais pas s'il est commercialisé, je sais qu'il le fait dans l'enseigne. Dans l'enseigne, c'est? Alors c'est le restaurant Pazzi. Et c'est quoi? C'est une franchise? Je ne sais pas, je sais que c'est... Est-ce que ce robot il a été fait en plusieurs exemplaires, un pour chaque Non, il me boutique, semble par pas, il me exemple? semble que c'est juste Il est dans unique, un je restaurant, voilà, il a été créé par C'est un deux personnes concept pour l'instant. qui ont déposé, je crois, déjà plusieurs brevets. Ouais. Alors, ils ont déposé des brevets, je sais pas s'ils en ont mis un pour celui-là, mais ils ont déjà déposé des brevets pour d'autres concepts précédemment. Et du coup, c'est un robot qui a un bras automatique et qui peut gérer les pizzas, même plusieurs pizzas en même temps, plusieurs cuissons, etc.
Et, Il parle avec les clients. Non, il parle pas, mais en fait, on peut aller à l'enseigne et derrière la vitre, on peut voir le robot qui fait les pizzas D'accord. en direct en fait. D'accord. Et juste, parce que tu dis, il n'arrive pas encore à gérer les approvisionnements, mais moi je sais qu'en logistique et dans les achats, il existe des outils de gestion partagée des approvisionnements où justement, on pourrait très bien imaginer que si on codait un tout petit peu plus, à mon avis, le robot il fait les commandes aussi. Hein. Bah, je pense que ça doit être possible, mais peut-être avec un autre robot. C'est-à-dire que lui, son but, c'est vraiment de cuire et de faire la pizza quand quelqu'un a commandé. Parce que Et d'ailleurs, d'ailleurs, c'est pas ils ont optimal en plus fait de que C'est ça. un seul robot fasse tout. Un Vaut mieux que 2 robots. Oui, c'est ça. Avec un deuxième qui tient le Ouais, compte ouais, des ça. commandes, etc. et qui du coup détermine par rapport au Parce premier que même ce si qui disparaît dans les un stocks. robot fait des choses beaucoup plus rapidement que nous, il est obligé de les faire une à une. Il peut pas les faire deux en même Et temps. alors, est-ce que le robot, par exemple, il Non est deep plus. learning, quoi? C'est-à-dire qu'il améliorerait sa capacité à faire les pizzas avec le temps? Est-ce qu'il a une capacité de voir si sa pizza est bonne ou pas? Non, mais de toute façon, ça va être l'avis des clients derrière qui va compter. Ça va permettre de. Ça peut rentrer dans l'algorithme Oui. du Oui, robot? oui, tout bah, à il va fait. prendre- il va prendre avec si, l'avis des clients. si les clients disent par exemple que la pizza était trop cuite ou qu'il y avait trop de chorizo, je donne un exemple complètement aléatoire, ils peuvent totalement modifier l'algorithme pour que le robot, sur telle recette, modifie la cuisson ou Et autre ton chose. avis, Kylian, sur la question, t'en penses quoi de tout ça? Eh ben, je pense que c'est vraiment un bon concept dans le sens où déjà eux ils ont plusieurs recettes et même le client peut donner sa propre. S'il veut une recette en particulier, le robot peut le faire. Alors que dans un restaurant classique, il va souvent y avoir une certaine carte avec un certain nombre de possibilités. Et si on demande à l'équipe de concevoir une pizza qu'ils n'ont jamais faite, ils peuvent avoir quelques difficultés. Là où le robot, il va déjà savoir à l'avance quelle quantité, quelle proportion il va mettre de tel ou tel ingrédient. D'accord. Et ça augmente le nombre de possibilités. Ton avis, Loïc, de sur les compétition. questions? Mon avis, c'est que ça me donne faim, mais non, en dehors de ça, oui, mais après, les problèmes, ça va être côté humain derrière, quoi. C'est Développe. Ouais, évidemment. la pizzeria qui va, s'ils commercialisent ça, les pizzerias qui vont pouvoir envoyer parce que les employés vont être moins efficaces que le robot, Et ça va coûter poser des plus cher. soucis. Au final, et de Aussi. toute manière, Vous vous rappelez la notion qu'on avait vue là-dessus? Ça s'appelle comment l'année dernière? En écho? Faites-moi plaisir. D'accord. C'est là où je vois ouais, que donc je actualité jeux vidéo. C'est la substitution du capital au travail. Ok. et tous les enjeux que ça peut générer. Donc, effectivement, donc ça c'est un de ces dangers. Malo, ton avis sur la pizza? Je vais continuer sur l'avis de Loïc, c'est que c'est bien, c'est une avancée technologique. De toute manière, c'était sûr qu'à un moment on allait arriver à ça. De toute manière, avec l'évolution de la robotique qui est de plus en plus importante. Après, oui, c'est vrai que du coup ça va s'étendre à d'autres domaines et qu'au bout d'un moment on va se retrouver dans une situation où du coup ça sera plus le robot qui va travailler plus que l'humain. Et du coup, on va avoir modifié notre style de vie et notre style de société. Et après, l'avantage à ça, c'est que pouvoir développer des robots dans ce style-là, dans d'autres domaines, permettra d'éviter, par contre, la mise en danger de l'humain dans Oui. certaines situations. Oui, dans certaines situations, évidemment. Par exemple, si il faut, pour Tchernobyl, etc., devoir refaire l'échappe de béton, etc., ne pas avoir à mettre Évidemment, oui, qu'on n'envoie pas des mettre humains. dans des zones irradiées Ça, ou on va des choses pouvoir comme ça. envoyer des robots comme par exemple la colonisation spatiale. On fait déjà des tests pour les envoyer sur Voilà. Mars, savoir ce qu'il y a sur Mars, sur Voilà, la mais Lune, du coup, la ailleurs. vraie question, c'est à terme, quand le robot fera tout le travail de l'homme, qu'est-ce que va faire l'homme? Bah, c'est C'est là où bataille. mais en fait c'est les informaticiens qui vont devenir les rois du monde puisqu'ils vont coder tout oui. le monde entier et Et du au coup, final, il vous sera dépendant par allez avoir le rapport à syndrome ça. de Dieu les gars. Voilà, jusqu'à ce qu'on trouve un robot pour programmer d'autres robots. C'est ça ouais. Et puis, à partir C'est de vrai là, qu'une fois qu'on aura trouvé un robot pour programmer ce qu'on veut sur n'importe quel robot, là on commencera à se poser Là, des sérieuses bah, questions. je on pense. va éviter de le faire parce que Mais- sinon on n'a plus d'emploi. Évidemment, on a envie de dire que c'est pas pour demain. Avec un peu de chance vous habiterez peut-être dans un zoo et des robots viendront vous voir et vous donneront à manger peut-être Ouais, mais comme spécimen de l'époque. Nous jetons des tacos. On a déjà le robot qui est capable de se déplacer. On avait vu le robot qui est capable de se déplacer, de sauter des obstacles et de mettre du coup de la force dans l'une de ses deux jambes, de faire du saut d'obstacle, etc. Ouais, Donc ça existe déjà ça. Non, mais la robotique évolue. Excessivement vite. Alors au lieu de mettre acheter ou pas acheter le robot parce que je me doute que vous n'avez pas acheter un robot à moins que vraiment que vous soyez pizzavore. Ah, mais il me semble que pour l'instant il est pas. Mais la question c'est, on va dire pour ou contre Kylian. Puisqu'on a fait un peu le contradictoire de cette innovation. Je vais répondre pour, mais ça engendre tout de même les mêmes problèmes. que Avec pour, une réserve. Moi aussi je suis mitigé, je dirais pour, mais pour surtout l'avancée en robotique que ça va permettre.
Ça, bah, c'est pareil, de toute manière, moi je pars du principe que l'avancée technologique, dans tous les cas, on peut pas y échapper. Elle aurait été faite dans tous les cas. Donc, pour ou contre, c'est pas forcément une question vraiment pertinente en fait. Ah, je vous dis voilà, que ma mais- question est pourrie aussi. Non, mais je pourrais pas trop donner de réponse par rapport à ça. Donc, D'accord. je serais comme les autres pour, mais avec beaucoup de réserve. Et moi, je suis plutôt contre, mais même si je trouve ça fun. Voilà. Voilà. Voilà, donc c'est histoire de faire une conclusion. Alors, on continue maintenant. Le dernier fil d'actualité, c'est les ciné-séries. Alors, moi, je vous évoque 2 séries qui me tiennent à cœur, dont une fera l'objet d'un thème principal. La série The Mandalorian. Donc, c'est une série qui a été faite donc sur l'univers de Star Wars. Hein. C'est la première série live, en fait, qui avait été annoncée à l'époque par George Lucas quand il avait terminé sa prélogie. Ils avaient annoncé ça comme devant sortir à l'époque en 2007-2008. Bon bah on est 11 ans de retard. Ça arrive maintenant. C'est pas le premier. Ouais, c'est pas le premier. Voilà, ça Avatar arrive. aussi, on Ouais. C'est on pas le espère dernier, depuis hein. des années. Oui, mais Avatar, c'est nul. Non, allez. Autre sujet. Ça critique, ça critique. Non, après on va se disputer, ça va pas donner. Alors, donc du coup, le fait est qu'elle sorte cette série, elle sort maintenant, donc sous l'ère Disney, avec un budget assez important, hein, qui est C'est Disney qui est derrière quoi. Donc voilà, c'est- donc je crois qu'on est à 15 c'est un millions de dollars par épisode. Voilà, je vais pas rentrer dedans, mais il y a un rendu très sympa et je vous invite à aller, à aller essayer cette série. Elle se passe 6 ans après l'épisode 6, en fait, qui est le retour du Jedi. Mhm. Et on y suit un personnage qui est un Mandalorien, du fait. Hein, vous savez, c'est ce personnage avec une armure et vous savez, les fameux jetpacks comme Boba Oui. Fett, pour vous donner un exemple. Et ce qui est intéressant, c'est que ce personnage, il évolue dans la bordure extérieure où les gens ne savent pas encore que l'Empire est déchu. Et donc du coup, on a des sous-chefs faillons qui maintiennent des semblants d'Empire dans la bordure extérieure. Et donc voilà, on suit ses aventures et c'est assez sympa. Donc je vous invite à essayer, ça dure 8 épisodes. Et donc moi, vous aurez... Est-ce que quelqu'un a pu jeter un œil là pour l'instant ? Non, personnellement, là j'ai pas trop le temps de regarder les séries ce temps-ci. Mais... Donc voilà, moi je vous le dis, à acheter. À trouver un moyen de visionner, on va dire. C'est clair. Et l'autre série que j'évoque, c'est Watchmen. Donc Watchmen, c'est tiré en fait d'un comics justement d'Alan Moore et ça fera un lien justement avec le Joker. Donc c'est un comics en fait des années 80 en fait qui traitait en fait de la guerre froide à l'époque et de comment on va réussir à résoudre le problème de la guerre froide parce que les États-Unis et la Russie étaient sur le point de vraiment d'en venir aux armes quels moyens on trouve, quels moyens les personnages vont trouver qui sont Parce plus ou moins que des de base, super-héros un peu dark. L'histoire de base, c'est que il se passe dans un monde dystopique où c'est les nazis qui ont gagné et les nazis ont envahi les États-Unis, non, c'est son nom, pour Watchmen. Sur les Alors, comics originales. Parce que la série, elle le passe pas comme ça. alors mais, là tu parles de la série télé ? Non, je parle de comics de base. Alors le comics de base, c'est surtout centré sur... tu dois confondre avec peut-être autre chose, je pense. Peut-être. Parce que le thème, c'est vraiment la guerre froide, en fait. Ok. Et les États-Unis, par contre, ont gagné la guerre du Vietnam, par exemple, Oui. parce qu'ils ont un personnage, un gros bleu qui s'appelle le Docteur Manhattan, qui est surpuissant. Et donc, du coup, la dystopie, elle est plutôt à ce sens-là. Ok. À moins que j'ai loupé des événements, Non, mais mais c'est peut-être. pas le plus marquant, quoi. Loïc ? Non, ouais, c'est pas quelque chose que j'ai vu. Je pense qu'il faudrait que je regarde Watchmen. Il a l'air d'être Alors, intéressant. Je précise juste que, du coup, à la base, on a un comics Oui, qui a été créé par Alan Moore, Qui a été dérivé en film. qui a été dérivé en film, mais le film n'en est qu'une adaptation puisqu'il change la fin. Et justement, ce que je précise là, peut-être qu'on en fera un thème principal un jour, c'est que la série, en l'occurrence, fait suite non pas au film, puisqu'il comics. c'est la suite du comics. Alors, grosso modo, le film reprend assez bien le comics. C'est juste la fin qu'ils ont changé parce que en film, la fin Ça passait pas. elle aurait fait bizarre et je pense qu'elle aurait été Mais Watchmen n'était pas considéré comme un comics qui était impossible à éditer en série. à la base, si, mais sauf que alors là, justement, c'est là où je termine du coup. La série donc fait suite au comics et c'est pas une adaptation du comics cette fois-ci, c'est une suite et donc la série, le film, enfin le comics se passait dans les années 80 et là la série va se passer dans les années 2020. Donc 2019, nos années à nous. Et donc du coup, on sent le passage de relais dans la génération, c'est-à-dire en gros 30 ans plus tard, quid des Watchmen, qu'est-ce qu'il en est et quelles sont les problématiques du jour maintenant qu'ils ont évité la guerre froide. Et parce que du coup, ce qui est intéressant dans cette série, c'est de voir que quand on évite un problème, des fois on peut en créer d'autres. Et c'est vraiment le propos de Watchmen.
Et cette série est super bien réalisée. C'est le gars qui a fait... j'ai perdu... j'ai perdu le nom de... du réalisateur. Je le retrouverai par la suite si jamais un jour on vient en reparler. Enfin, je vous encourage à regarder également cette série qui est distribuée par HBO. Donc c'est un petit peu le substitut du Trône de Fer. OCS. Et du coup, Exactement. voilà. Mais du coup, j'ai vu les 2 premiers épisodes qui sont vraiment bien, en vrai. Mais c'est intéressant parce que du coup, c'est une série qui montre des policiers, parce que de base, c'est des policiers dans la série qui sont censés être les héros, mais ils font quand même des actions qui sont plus que douteuses et plus que limites. Et du coup, ça nous questionne sur qui est le méchant et qui est le gentil un peu. C'est ça qui est intéressant aussi avec cette série. Il y a tous les dangers d'un régime fascisant et d'une aussi population qui est anti-tout. Oui. Et on sent vraiment dans cette série un gros problème de société. Alors, on va pas non plus trop... on l'annonce juste. Voilà. On peut pas non plus spoiler parce que c'est pas bien. Mais par contre, peut-être qu'on fera... Une société anti-tout, ça se passe en France. Ben oui, mais justement, ça amène des projections, des difficultés, des gens qui se détestent les uns les autres pour différentes raisons. Hein. Une forme de radicalisation politique des gens, en fait, et de la population, et des conséquences d'une radicalisation politique. Vous avez pas vu, non ? Non, j'ai pas vu. Donc moi, je vous encourage très clairement à regarder. Je sais pas toi, Malo. Ah, mais moi, pareil, cette série est vraiment de bonne qualité. Donc, après, j'ai pas terminé, j'ai pas eu le temps de la terminer, mais vraiment bien comme série. Voilà. Sachant que le Watchmen, il y a aussi une série préquelle aussi en comics qui existe, qui s'appelle Before Watchmen, mais qui n'a pas été écrite par Alan Moore, qui a été réalisée avant. Donc maintenant, on va s'arrêter sur les actualités et on va aller sur notre thème principal, qui est le film du Joker. Alors, la particularité de ce film sur le Joker, c'est qu'il a été réalisé donc par Todd Phillips, et un des principaux acteurs, donc c'est Joaquin Phoenix, hein, qu'on a vu. Alors Todd Phillips, c'est le gars qui a réalisé la série Very Bad Trip. La série de films Very Bad Trip, donc c'est pas du tout le même genre parce qu'on est sur de la comédie vraiment lourde à l'américaine avec des beaufs, et alors là on est sur quelque chose de très dark et presque de réflexion sociétale, un peu noire d'ailleurs, et donc du coup on n'est plus du tout sur le même genre de film. Donc c'est un film qui était assez peu attendu à la base et qui en fait a surtout marqué les esprits parce que on a eu un festival à Venise où il a remporté de mémoire le premier prix, et c'est là où toutes les attentions ont commencé à se porter sur... C'est vrai que moi, le film, j'en avais jamais entendu parler une semaine avant la sortie du film. Et quand tout d'un coup j'entends le film va sortir, il est trop bien, c'est fou. Alors qu'avant, silence radio. C'est vrai que ça m'avait donné. Peut-être ça a peut-être été dû à la base avec le côté DC du film. Ouais. Vu que DC a été une grosse déception pour beaucoup de monde sur beaucoup des derniers films. On peut penser à Justice League, Superman vs Batman et Suicide Squad, qui ont été des gros... Ouais, bah c'est pas des bides, ils ont fait quand même du succès, ils ont été rentables. C'est pas des échecs, mais pas des flops. En regardant derrière, ils étaient pas exceptionnels. Ouais, ils ont pas eu une bonne critique après. Tu peux difficilement les comparer avec les Marvel où les deux étaient pas au même niveau. Disons que dans l'univers d'ici, le dernier film à avoir fait l'unanimité, c'était la trilogie de Christopher Nolan sur le Dark Knight. Et encore, le dernier avait commencé un peu à capoter. Mais le deuxième était extraordinaire, hein, The Dark Knight. Du coup, et c'est là où c'est marrant, le dernier à avoir vraiment cartonné, c'était le film avec le Joker de The Dark Knight avec Heath Ledger. Qui est exceptionnel. Qui est exceptionnel. Et de fait, ce gars-là avait placé la barre tellement haut que le prochain gars à jouer le Joker, c'était dans la Suicide Squad, c'était Jared Leto, avait été beaucoup critiqué. Mais après, il n'y a pas que sa performance, il y a aussi le caractère du Joker qui a été critiqué parce qu'il était vraiment, vraiment bizarre. Hein. Le Joker de Suicide Squad. J'ai pas vu Suicide Squad, il m'avait pas transcendé, il m'avait pas donné envie de le voir. Le Joker dedans, c'est concrètement un mafieux, j'avais l'impression. C'était juste un mafieux, il avait rien de... Il lui manquait des caractéristiques. Il lui manquait sa folie, il lui manquait le brin de folie du Joker. Et alors le problème qu'il y a avec le Joker, c'est que à chaque fois que quelqu'un a interprété le Joker, le premier c'était le film de Tim Burton avec dedans Jack Nicholson, était déjà une très bonne interprétation. Dans les années 90, on avait le Batman, le Joker, vous savez, qui était doublé par Mark Hamill justement, Luke Skywalker donc.
il avait une certaine aura aussi, et que tous les gens qui sont passés derrière le Joker, chaque fois, plaçaient la barre un peu plus haut Voilà. en termes... Et c'est vrai que le Joker de Dark Knight, on considérait ça comme l'apogée. Personne ne pouvait faire mieux. On s'est dit, ça va être difficile de faire mieux, et du coup, les gens l'attendaient tellement à un haut niveau que la personne qui est passée derrière, elle était facilement critiquée, quoi. Voilà. Et du coup, après, là, il y a Joaquin Phoenix qui arrive avec le film Joker. Et là, on peut saluer, je pense qu'on peut saluer que l'acteur, quoi, parce qu'il a fait vraiment un truc exceptionnel, rien que sur son changement physique d'avant qui s'est imposé. Parce que je sais que ton régime, il a passé plus de 2 mois à manger qu'une boîte d'haricots et une pomme par jour. Ouais, il a dû pendant perdre. plus de Donc le but était de maigrir. Pour maigrir, oui, pour avoir oui, le mais corps qu'il a fait. c'est-à-dire, Il a perdu, ouais. je crois qu'il a perdu plus de 4 Oui, kilos. il y a plusieurs acteurs qui ont eu des choses comme ça, comme Christopher Nolan. Oui, ou Chris Hemsworth. Non, aussi. pas Christopher Nolan, pardon, c'est le Christian Bale qui avait fait ça. Et il y a eu Chris Hemsworth aussi, l'acteur de Thor, Oui. qui est passé de quantité astronomique pour justement Thor et gagner en poids, en prise de masse, qui est passé à quelque chose comme l'équivalent de 1/10, voire même moins de ce qu'il prenait. Et il est devenu limite pire que dans le Joker. Hein. C'était pour jouer un naufragé, il était... Ouais, mais il avait vraiment y en tout a qui perdu, font des il a restrictions, tout pris derrière. des Certains régimes. ils sont... Mais c'est-à-dire Qui qu'il a sont- réellement fait des sacrifices physiques réels pour incarner un Ah oui, rôle complètement. Oui, imaginaire, et ça vraiment c'est... Alors on peut commencer, j'avais une planification, mais on peut la changer, mais on peut parler déjà de Joaquin Phoenix, puisque finalement c'est lui qui tient le film à lui Ah oui. tout seul, il Ah est oui, ça, c'est omniprésent. Oui. Et parlez-moi de votre avis sur sa prestation dans le Joker. On peut considérer, alors je vais préciser, on peut considérer qu'on est spoiler, on va peut-être pas dire la fin vraiment, mais on peut Non, considérer pas- qu'on est spoiler on parce que le peut film est dire sorti il y a la plus fin, d'un ouais. an. d'un mois. d'un mois. D'un mois. Non, bon. Pardon. Voilà, Plus d'un mois. plus d'un mois. Donc on considère qu'on peut parler du film alors. Oui. Allons-y. Joaquin Phoenix, il est vraiment exceptionnel, surtout sur ses mimiques de visage, je pense. Il y a ses mouvements et son faciès. Je dirais c'est ça vraiment la puissance de cet acteur dans ce film. Après, c'est vrai que si on écarte, on élargit avec un peu plus le film de manière générale, l'atmosphère est plutôt bien. Je trouve elle est vraiment sombre. On dépeint la famille de Bruce Wayne comme étant quelque chose de pas forcément très gentil qu'on n'avait pas l'habitude de voir. On reste déjà sur Joaquin Phoenix, puis après Et, on rentrera dans le scénario, parce que ça c'est un autre point que je voulais aborder. Ok. Voilà après. Loïc ? Oui, la performance de l'acteur en elle-même, elle est impressionnante. Oui, comme tu disais, les espèces de déformations Du visage. du visage pendant les phases où il éclate de rire, etc. Mais après, je sais pas, l'acteur lui-même, sa performance, oui, mais le film m'a pas convaincu. Alors on reste sur la performance de Joaquin Phoenix pour Oui. l'instant, parce qu'on va. Mais après, sinon, la on va performance partir. de- Oui, non, mais Joachim, on peut pas. sa performance Alors, est vraiment Kylian. incroyable dans le sens où son faciès, ça l'aide vraiment à avoir une identité et ça transmet quelque chose à la personne qui regarde, et je trouve que ça donne vraiment ce petit truc en plus qui fait qu'on apprécie et que ça transmet quelque chose au-delà des paroles et des dialogues. Je trouve vraiment que ça rend bien parce que ça donne quelque chose, ça nous fait avoir des sentiments en fait, et ressentir réellement quelque chose dans le film, quoi. On arrive à se mettre à la place C'est du ça, personnage. ouais, c'est ça. Alors, On je arrive vais à se mettre. rajouter également que même les moments où il ne parle pas, il y a même des moments où il danse, où il prend des mimiques. C'est vrai que tout est impressionnant. Et je vais lier avec la suite du thème, c'est en gros la réalisation maintenant. Donc de ce fameux Todd Phillips. Je voudrais qu'on parle un peu de la réal, de ce que ça vous a fait ressentir. On parle pas du scénario pour l'instant, juste de la réalisation. Alors vas-y, Ouais, Manu. comme j'ai dit tout à l'heure, l'univers, je pense qu'il est bien présenté. En tout cas, c'est vraiment la ville. J'ai oublié le nom. Comment elle s'appelle la ville déjà Arkham. Gotham City. Gotham City. Arkham, c'est l'asile Arkham, où c'est il est l'asile, pardon. enfermé à la fin. Du coup, c'est vraiment une atmosphère qui est très sombre. Vraiment une ville qui est en train de périr au fond. Et c'est bien, je trouve que c'est bien montré. Et de manière générale, les plans, la lumière, etc. sont vraiment bien faites. Ouais. Et genre, voilà, de manière générale, l'atmosphère c'est vraiment une atmosphère oppressante et où il n'y a pas d'avenir, quoi. Oui, bah oui, l'atmosphère, elle elle devient de plus en plus oppressante par rapport à la folie du personnage, dont on se rend de plus en plus compte qui est omniprésente. Kylian ? C'est ça, c'est-à-dire que le personnage devient vraiment central et l'atmosphère qu'il a autour de lui vraiment nous oppresse, et on est focalisé sur le personnage en fait qui fait vraiment
tout le scénario. Et alors, dans le ressenti, je ne sais pas si vous avez remarqué, ce que vous décrivez, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais par contre, j'ai trouvé qu'à un moment, il y avait une transition. C'est-à-dire qu'en fait, le personnage, on le voit s'enfoncer dans une espèce d'ambiance de plus en plus glauque. Moi, j'étais tellement mal à l'aise pendant le film, à un moment, je me suis dit, je vais sortir, tellement je me sentais mal pour le personnage, pour ce qu'il ressentait, parce que c'était très bien mené. Mais il y a un moment où, justement, c'est de plus en plus sombre, et le moment, justement, où il devient Joker, puisque c'est en origin story, le moment où il devient Joker, on a une musique tout d'un coup belle qui remonte et il arrive dans la lumière et tout d'un coup, vous savez le moment où il danse là, quand il sort en dansant, c'est comme s'il assumait sa vraie personnalité au fond. Exactement, c'est-à-dire c'est un le peu renouveau du personnage. la libération pour lui, mais ça amène aussi un petit danger, on en reparlera après, c'est-à-dire qu'en gros on a presque l'impression que c'est une solution de devenir ce qu'il est, or il devient quelqu'un d'horrible. Oui. Et c'est là où c'est dangereux. Et derrière, il se fait rattraper par la réalité que le personnage est devenu un criminel car juste derrière, il se fait choper. Il se fait poursuivre par les flics. Alors, on reviendra justement sur rêve et réalité. C'est un thème qui est super important dans ce film. Mais avant qu'on parle du rêve et de la réalité, maintenant on va parler du scénario. Allez-y, donc là tu peux me parler de la famille Wayne, de tout ce que tu veux. Alors, du coup, ouais, là, donc, on décrit la famille Wayne donc, dans la série comme qui sont le maire de la ville, je crois, mais sont le père de Alors, Bruce Non, dans il n'est l'histoire. pas maire, il est candidat Non, il est candidat, oui. pour être maire. Mais du coup, on a toute une partie des gens qui font oui, non, mais il va changer et tout, parce que si j'ai bien compris, son père il est populaire parce qu'il était producteur d'une émission de télé, je crois, ou d'un show télévisé, alors qu'au final, il est souvent critiqué. Il y a beaucoup de détracteurs qui disent que c'est à cause de lui si on est comme ça dans la ville. Donc, de ce côté-là, c'est un parti pris qui est intéressant. Donc, moi, je trouve que c'est intéressant parce que du coup, c'est pas la vision qu'on a dans des films de Batman de manière générale. Après le scénario, moi le seul problème que je vois avec le film, c'est que je trouve qu'on suit une personne qui est vraiment au fond du trou et on le voit ramer et descendre encore plus bas, et ça pendant tout le film. Et c'est vrai que moi je trouve que ça crée des longueurs quand même dans le film qui m'ont un peu ennuyeux. On le voit dans un mauvais mood et du coup nous-mêmes en le regardant, et en fait on ne va se pas s'en met sortir, dans une on va position. simplement l'enfoncer plus, et moi ça m'a un peu gêné quoi. alors sur le scénario, tu veux continuer, Kylian? C'est-à-dire que ouais, on se sent mal quand on le voit au fur et à mesure sombrer, j'ai envie de dire. Mais du coup, nous-mêmes, on se sent mal à sa place et on voit que ça continue et c'est peut-être un petit peu long, c'est-à-dire que ça nous fait presque mal au bout d'un moment et on a envie que ça s'arrête presque au bout d'un moment. Loïc? Ouais, j'ai trouvé le film longuet par moments, les scènes avec la conseillère, pas la conseillère psychologique, mais l'assistante au départ. L'assistante sociale au départ, ou d'autres scènes comme ça qui sont banales mais qui montrent quand même la descente du personnage. Je sais pas, ils m'ont pas bloqué mais ils m'ont ralenti dans le film, etc. Et j'ai Ok. pas été Alors moi je vais vous apporter des éléments complémentaires sur le scénario. J'ai pu voir moi deux niveaux d'inspiration pour ce film. Il y a deux comics qui m'ont particulièrement inspiré là-dessus. Ça a été tout d'abord le Killing Joke. Je ne sais pas si vous connaissez. J'ai entendu le nom. Killing Joke. Regardez sur vos téléphones, vous allez voir, la photo est très très connue. C'est une photo du Joker qui rigole et c'est tiré en fait d'un comics justement d'Alan Moore. Donc Alan Moore, c'est le gars qui a fait Watchmen, qui a fait V pour Ah oui. Vendetta, et donc Mais- lui c'est un. Fait pour Vendetta, on peut en faire un thème. Alors on en fera un thème peut-être un jour. On Mais va du faire coup, un Darmatier, évidemment. on va se concentrer là-dessus. Voilà, ça c'est Killing Oui, Joke. oui. Sauf Et donc, que l'image là n'est pas le même Joker que celui du film techniquement. Alors, techniquement non, origine. mais il a pris des éléments d'origine, notamment le nom d'Arthur Fleck qui a été utilisé dans le Killing Joke. Donc, on avait justement, c'était la première origin story du Joker, donc qui a été créée quand même par un grand nom du comics, hein, et qui en avait fait justement cette ambiance hyper glauque, hyper malsaine, où il y a même un moment dans le comics où on le voit pas, mais c'est très implicite qu'il a violé la fille du commissaire Gordon. Donc ça allait super loin et on était dans cette ambiance d'un espèce de loser en fait à qui la vie ne fonctionne pas et qui du coup va être en colère après tout le monde et puis va avoir besoin d'exprimer son agressivité parce que il peut pas se dire responsable de sa situation, donc il va en vouloir aux autres. Et ça c'est ce qu'on voit dans Killing Joke. Donc ça c'est le premier élément. Et après, une autre influence, c'est un comics qui est beaucoup plus récent qui s'appelle le White Knight, qui est tiré d'un comics de Sean Murphy. Et White Knight, en fait, l'idée c'est que le gentil
c'est pas Batman le gentil, mais c'est bien le Joker. Et donc le Joker, donc c'est un what if, hein, on s'imagine une situation où en fait le Joker deviendrait le héros de la population et défendrait les opprimés, les pauvres, et que en gros il devient le nouveau héros de Gotham. Voilà. Et que Batman est le méchant parce qu'il représente Les milliardaires. les milliardaires, l'argent, les riches, et le mouvement Kill the Rich, il fait un petit peu référence. Et c'est ce qui se passe, c'est qu'à l'époque, le Joker, dans ce comics, utilise la colère d'une population, hein, c'est ce qu'on appelle le populisme, hein, finalement, utilise le populisme pour servir ses propres intérêts. Et donc, du coup, cet élément-là, il est aussi amené là-dedans. Et donc, c'est pour ça que j'ai trouvé que c'était un bon croisement de ces deux œuvres sur le Joker qui sont très très intéressantes. D'ailleurs, si vous voulez les lire, vous allez dans les médiathèques, au moins le Killing Joke, je suis quasiment sûr qu'il y est. Mais le White Knight est vraiment intéressant à ce niveau-là. Et donc ça, on le ressent dans le scénario. Et par contre, moi, ce qui m'a dérangé à certains moments, c'est qu'on a presque l'impression que dans cette issue de mensonges, réalité, donc ça c'est le prochain thème qu'on va avoir, que les Wayne sont des méchants. Oui. Or, c'est vrai qu'on pourrait se poser la question, est-ce que Batman, tout son pognon, le d'acheter des gadgets et de taper sur les méchants, est-ce qu'il ne devrait pas le distribuer aux plus pauvres? C'est une question qu'on peut se poser. Hein, dans une volonté sociale, mais c'est quand même assez gênant. Par la connaissance que j'ai de l'univers, on sait que les Wayne c'est plutôt des gens bien, et c'est un peu énervant à un moment que certaines personnes puissent assimiler ces gens-là à des méchants. Oui, dans les comics, dans certaines versions, il y a les fondations Wayne, si je ne me trompe pas, et d'autres plusieurs œuvres caritatives à leur nom. Ouais. Alors après, on peut toujours discuter d'une fondation caritative, puisque des fois, c'est surtout pour flatter l'image du gars. Les philanthropes, des fois, ils sont pas tant philanthropes que ça dans la réalité. Pour leur image. Voilà. Donc, voilà, c'est à discuter, mais... Voilà, après, ça reste un point intéressant, je pense. Et, ça reste un point de vue intéressant, le point de vue du méchant, parce qu'au final, ce film est un film d'anti-héros, et c'est... Exactement. Et c'est un bon film. Je pense que c'est un bon film d'anti-héros. Ouais. Et alors, maintenant, je voudrais vous amener sur un autre thème qui apparaît dans ce film, le rêve et la réalité. Est-ce que vous voyez de quoi je veux parler? Parce qu'à des moments, je vais vous laisser développer, à de nombreux moments dans le film, on ne sait plus si on suit un événement réel qui se passe ou si on est dans le fantasme du personnage. Kylian, tu commences, du coup, t'as pas commencé? Bah, c'est vrai que parfois, quand on voit le personnage, on est avec lui, mais on ne sait pas si on est dans le scénario réel ou si on est dans ce que lui veut. Ce que lui imagine. Voilà, ce que lui veut, ce que lui veut imaginer pour la suite. Et du coup, parfois, on est un petit peu perdu. Et tu peux donner des exemples concrets? Non, je ne saurais pas un exemple, Malo. Par exemple, évidemment, le moment où avec sa voisine, qui est vraiment ou toute une partie du film, où en fait, c'est toute la partie où ça se passe mieux au final du film, où il est en couple, etc. Et on peut spoiler du coup. Oui, puisqu'on a dit qu'on était le spoiler. Alors, on avertit si vous écoutez et que vous n'avez pas encore vu le film, arrêtez là, parce que là, on part dans la partie spoiler. Vas-y. Et du coup, vers la fin, on se rend compte au final, quand il rentre chez sa voisine, qu'au final, en fait, il avait tout inventé et ils n'ont jamais été en couple. Et au final, on revoit les images, par exemple, du coup, le stand-up, un moment qu'il fait, où en fait, ça n'a pas été super bien. En fait, c'était un foirage complet, le stand-up. Et où il y a tout le monde qui rigole de lui, au final. Et également la scène où il est au chevet de sa mère à l'hôpital et qu'à la base on le voit avec elle à ses côtés et que quand on revoit la scène plus tard, en finale il était seul. Oui, c'est ça. Et il y a avec des trucs comme ça, quoi. Mais dès le départ, ça commence où il se voit dans l'émission quand il regarde la chaîne. Aussi, oui. Et qu'en fait, tout le long du film, il va y avoir énormément de moments où on a l'impression qu'en fait, ça se passe bien pour lui, mais en fait, c'est sa tête. C'est uniquement dans sa tête et qu'il vit un espèce de fantasme. Et ça nous amène aussi deux autres questions sur rêve-réalité. Je ne sais pas si vous les avez notées. Il y a deux moments. Il y a la fin où justement il est avec une espèce d'émeute dans la ville qui se fait porter comme un héros. Le héros justement des opprimés ou des gens en colère, ce que vous voulez. Et que en gros, les gens viennent le sauver, viennent l'aduler. Est-ce que ça se passe réellement ? Ou est-ce que c'est dans sa tête ? Est-ce que du coup il n'a pas l'impression d'être un héros parce qu'il a tué un type qui a des mauvais côtés évidemment, mais est-ce que c'est pas lui qui a l'impression d'être le héros alors que les gens ont peut-être juste rien à faire de lui ? Non, je pense que là c'était vraiment la réalité parce que dans tout le film
Et le film, parce que j'aime bien en général, le film, à un bout d'un moment, va démentir l'imagination, les moments d'imagination du Joker. À un moment dans le film, quand on voit une scène où finalement c'est imaginaire, bah On le après dans le sait. film, on va nous le dire. Alors que là, régulièrement dans le film, on voit que plus ça va, Plus on le replace dans la réalité, plus sa dans son rêve. popularité elle augmente en fait via les journaux en étant que c'est un crime, mais un bon crime. Et ça n'a jamais été démenti. Loïc, c'est ton avis aussi, toi? Oui, je pense que la scène de fin là, c'est la réalité, c'est dans la réalité. Plusieurs fois dans le film, on entend parler des émeutes, etc., ou des foules avec les maquillages et les masques de clown. Donc je pense que c'est vraiment. Et est-ce que c'est pas lui qui le fantasme, ça? En vrai, moi je pense pas. Je pense pas parce que. Ça se glisse au milieu d'éléments qui sont beaucoup trop réels pour. Parce Ouais. que je sais pas ce que vous avez remarqué, mais même le moment où sa copine, vient avec lui quand ils vont faire la fête foraine, quand il vient l'accompagner voir sa mère, à chaque fois, on a l'impression que c'est glissé, c'est des mélanges de fiction et des mélanges de Oui, réalité parce qu'en fait, que lui il se réapproprie. il implémente dans la réalité des éléments fictifs. Et qu'est-ce qui vous assure que dans la réalité, il y a peut-être eu des émeutes, Oui. nous on en voit en France des émeutes des fois, et que lui, il s'est pas imaginé, puisqu'il s'est imaginé tout le reste de sa vie. Pourquoi il avait l'impression que c'était son père en plus, le présentateur Oui, télé. oui. Donc ça, c'est dans sa tête aussi. Pourquoi est-ce qu'il s'est pas imaginé? D'ailleurs, même sa mère s'imagine que elle a fait un enfant avec Le père Thomas de- Wayne. Ouais, Thomas. C'est clairement pas le cas. Et on se demande ce que Thomas Wayne aurait pu avoir en lien avec elle, puisqu'ils sont totalement différents, ces gens-là. Bah, moi, c'est vraiment la scène de fuite quand les policiers le pourchassent et du coup il rentre dans le tram, etc. Celle-là, oui, moi je vous parle de Là, la scène il y a tout- il y a quand tout- il il se y a- fait sauver, quand il est emprisonné dans la voiture et Oui, que oui, les gens cassent la non, mais voiture. je parle de cette scène. Celle-là est vraie à mon avis, ouais. Je parle de cette scène pour dire que pour moi c'est vrai genre les gens en fait cette scène, le principe c'est que vu que les gens ont le masque du Joker et ont le visage du Joker, il arrive à se fondre dans la masse. Donc, Oui, celle-là, oui. et Et du libérer coup, ça montre le soutien du peuple avec l'action. mais surtout et que ça montre que c'est vrai. comprennent que- Là, pour l'occurrence, D'accord. il aurait pas pu Et alors, l'imaginer. moi j'ai vu une autre théorie, c'est mon autre question de rêve ou réalité. Alors j'ai pas forcément la réponse, mais j'aurais tendance à me dire que le moment où il est porté par la foule, mon avis, ça ne serait Ouais. pas. Et l'autre, c'est quand il se retrouve à la fin à l'asile d'Arkham. Donc Ouais. il est avec justement une psychiatre. Oui. La particularité, c'est que la psychiatre, c'est la même qu'il a vue tout le long du truc. Oui. Vous vous rappelez quand l'assistante sociale, en Oui, fait, oui. qui voyait, eh bien, c'est la même qu'il retrouve à l'asile. Oui. Et on peut se demander, est-ce que finalement, il n'est pas emprisonné depuis le début à l'asile d'Arkham et qu'il refantasme sa vie passée? C'est-à-dire que le moment où il rencontrait la psy, c'est juste lui, la psy dans les services sociaux, Oui. c'était peut-être juste sa psy de l'hôpital qui suit depuis le début et qui se fantasme toute sa vie. Mais c'est peut-être C'est vrai que c'est possible. ça c'est plausible. Et C'est donc, plausible en tout cas. ouais. Donc Est-ce ça c'est voudrait bien dire que tout le film n'est que dans sa tête parce qu'il est fou. Oui. Et Il est que fou. même le moment où il la tue, est-ce qu'il l'a vraiment tué? En fait, on sait Oui, plus. parce qu'au final, quand il sort de la pièce, et c'est la scène de fin, il a les pieds ensanglantés et ça veut dire qu'il a tué la psychiatre et qu'il s'est barré. Donc si ça se trouve, c'est peut-être le seul élément de vrai et que tout le reste, cette espèce de truc, il l'a juste fantasmé et que en gros, il aimerait bien que la foule l'adule, il aimerait bien avoir tué le présentateur, il aimerait bien avoir, enfin, et peut-être qu'il y a peut-être des comment dire, des rêves dans les autres rêves, dans les réalités, et que tout est. Parce que c'est le seul élément qui me dérange, c'est si tout est un rêve, les moments où son rêve se brise et qu'il perd une espèce d'hallucination avec sa copine ou autre. C'est ça qui me poserait souci avec l'hypothèse. Mais ce que ça veut dire, c'est aussi que la folie, elle a pas de limite. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on va essayer de voir du rationnel dans la folie? Tu vois, c'est que la folie, elle peut se superposer à des éléments de. Enfin, voilà, je vais loin Oui, peut-être, oui, mais. oui. Non, mais après, c'est intéressant parce que rien que le personnage du Joker est très particulier parce que on sait pas d'où il vient, on sait pas comment. Au fond, on sait pas comment il est devenu là. Dans les comics, on ne nous dit pas. Et c'est le but en il y a fait. plein- il y a- Ouais, oui, parce on que le connaît pas tant dans que ça, les en fait. comics ou dans les dessins animés ou dans les autres films, il a toujours des histoires différentes d'où il vient, etc. Donc au final, c'est ça qui est la qualité. Et c'est ça qui est intéressant dans ce film aussi, c'est que on nous a dit des origines du Joker, mais on nous les a pas dit en même temps.
Ouais. On a On posé a un donné point l'hypothèse. Ça laisse, d'interrogation. On nous a justement montré- la personne qui regarde son Voilà. imagination C'est à ça, elle oui. travailler. C'est ça, parce qu'on nous présente une histoire en nous disant mais elle est C'est peut-être ça- faute, voilà. elle est peut-être vraie. C'est celle-là, sauf qu'à la fin, on te dit ou pas. C'est Et ça. alors, Donc, je vais vous laisse donner ça. un exemple, je vais vous faire une analogie. Souvent, il y a des personnages qui sont tellement mythiques que le jour où on va les décortiquer, les dévoiler, eh ben, on est déçu. Oui. C'est ce Oui. qui s'est passé pour le film d'Han Solo. Où Han Solo, c'était le personnage voilà, Oui, qu'on a tous iconique, fantasmé. hein. Et le moment où on dit, bah voilà, il s'est passé ça, bah tout le monde est déçu. Alors, et que des fois, il vaut mieux pas trop en révéler bon, sur moi, l'origine j'ai story. pas vu, perso, j'ai pas vu le film Han Solo parce que genre bon déjà le dernier Star Wars non plus parce que genre plus ça va moins ça me tente. Mais c'est vrai que Va doucement quand même. Hein. Je suis pas Non. prêt à tout entendre. hein. non, mais plus les films plus les films sortent, moi je suis tenté par Star Wars parce que je trouve qu'ils sont de beaucoup moins de qualité Mhm. comparé aux Bon, deux rattache le premiers Joker. Mais pour Han Solo, bah, c'est vrai que c'était un mythe et en plus ils ont fait le parti pris de prendre un nouvel acteur parce que l'acteur est mort. C'est sur ce monde. Non, il est pas mort. Non, il est pas mort encore. Mais il est un Il peu est vieux un pour peu jouer un vieux. gars de 20 ans. Oui, quoi. mais oui, il est un peu vieux. Mais du coup, ouais, c'est vrai que forcément, ça je pense déçu. Rien que par le fait qu'on ait pris un autre acteur pour le faire. Donc là, voilà, il y a cette question-là. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur rêve réalité? Après, j'ai un dernier thème à aborder. Non. Non, bah, simplement que le rêve et réalité dans le film, ça, c'est bien parce que ça fait un parallèle au rêve réalité que la personne peut se mettre à la place. Elle s'imaginer à la place du Joker et elle-même s'imaginer vivre certaines scènes ou s'identifier en fait. Voilà, bon. Bah, du coup, c'est très bien ce que tu dis. Ça me fait la transition avec mon dernier thème. Est-ce que ce film n'est pas un petit peu dangereux? Moi, c'est la remarque que je me suis fait en sortant du film. Je me suis dit, mais attends, moi j'ai essayé en tout cas d'avoir un peu de recul sur ce film, mais est-ce que quelqu'un d'assez primaire qui le prend au premier degré du film, est-ce que ça peut pas représenter un danger? Bah, d'un côté, si on se pose cette question, on a vite fait de rentrer dans une censure excessive, je pense, des films ou des thèmes Tout à qu'on fait, ouais. aborde. Mm. Après, c'est vrai que du coup, vu c'est un film qui a pas de morale, entre guillemets, Ouais. c'est vrai qu'on peut se poser la question de savoir si quelqu'un qui est pas forcément très stable psychologiquement peut pas s'apparenter au Joker et le faire. D'ailleurs, il y a eu une tuerie pour la sortie d'un des films de Batman. Je sais plus Ah, mais ça lequel. c'était plus Mais vieux. oui, ouais. il y a plus vieux, mais C'était pour les Dark Knight. ouais. ouais, pour Dark Knight, donc on peut imaginer que ça puisse refaire un truc similaire. Ah, mais du coup, pour une personne assez primaire qui le prend vraiment au premier degré, est-ce que cette personne va comprendre tous les enjeux et est-ce qu'elle va réussir à décrypter tous les petits aspects Oui, vu que le film est assez profond, il C'est risque ça, de... donc le film est assez profond, est-ce qu'elle fera une analyse assez poussée? C'est aussi un peu une contre-question, c'est-à-dire que certes, ça peut être dangereux si elle le prend au premier degré, mais est-ce qu'elle arrivera à capter tous les petits aspects du film? Bah, d'un côté, non. Car- Je sais pas. Est-ce qu'elle arrivera Loïc? Parce que à ce niveau-là, moi, ça me fait penser à une série qui serait encore plus dangereuse. Pour ça serait le Punisher. Mm. Où le personnage, Eh ben, la différence, ça a c'est que- généré des dangers. la différence, c'est que le Punisher, lui, il est sain d'esprit. Ah bon? Entre guillemets. il est animé par un énorme esprit de vengeance et de... Mais c'est vrai qu'il est pas, Mais il est Punisher pas n'est pas fou. caractérisé Il est pas comme fou. étant fou hein, dans la série Smith en ce moment. Ouais, c'est un sociopathe quand même. il s'est fait lâcher par sa patrie et... Mais après, c'est pire que des descentes lâcher. en enfer. Mais le Ça descend Punisher, en enfer, mais, c'est l'extrême il a violence. et il a une éthique. Ouais, différent. Il a une éthique. Il a son éthique. Il a sa son vie, éthique. Il a jamais tué l'innocent et il compte pas. Et il veut pas en tuer. Mais après, Qu'est-ce qu'un innocent voilà, pour ça. lui et qu'est-ce qu'il Ah, ne pas pour lui? Pour lui, quel critère il prend en pour lui, un compte, criminel, ça, c'est un non, dealer, mais- un meurtrier, voilà, c'est-à-dire que ou quelque chose comme ça. Alors, Il y a quand même un niveau de. L'analogie que tu fais avec le Punisher, elle est très bonne. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte qu'aux États-Unis, il y a des mecs qui, en mettant le signe du Punisher, il y avait eu aussi un militaire, il y avait un militaire qui avait mis dans une opération qui avait mis un masque du Punisher. Il y avait eu des policiers qui mettaient le t-shirt du Punisher. Et sous-entendu, c'est des gens qui le mettaient pour faire la même chose que le Punisher. Voilà, Et pour donc là, justifier la violence de le leur Punisher fait. incite en quelque sorte de vouloir faire justice soi-même, ce qui n'est pas une Exactement. bonne chose. Et donc du coup, Ça, ça c'est amène un clair. danger pour la société. Donc Punisher, pour moi, il répond exactement de la même manière à un danger. Et on pourrait se poser la question, moi la question que je me suis posée, c'est le Joker, on a presque l'impression qu'à un certain moment, il va légitimer ce qu'il a fait. Par exemple, le moment où il tue l'animateur, qui est effectivement un gros con, mais du type divertissement, quoi. C'est-à-dire que est-ce que c'est proportionnel ce qu'il a fait? Clairement pas. Mais on pourrait se poser la question pareil de ces émeutes où on détruit tout parce qu'on est en colère, parce que certes il y a des choses qui vont pas.
est-ce que ça pourrait pas permettre à des gens de légitimiser le meurtre, comme l'exemple qu'on a avec l'animateur, un petit peu la perversion quand même, quand on le voit Mais au faire. final, pour revenir au meurtre du présentateur, Ouais. pourquoi il en arrive là? Parce que le présentateur le met devant les faits et le Joker n'arrive pas à se justifier, n'arrive pas à démontrer que c'est pas lui le fautif de tout ce qu'il a fait de mal et que c'est pas lui le fautif au final de sa Non, folie. mais il avait déjà emmené le flingue. Oui, il C'est avait ce qu'il déjà allait emmené le faire. flingue, mais du coup, en fait, on montre que le meurtre a été commis parce que le Joker n'avait pas d'argument pour se défendre et n'arrivait plus à se défendre. Donc au final, c'est pas montré comme quelque chose de normal, mais c'est montré comme une solution Ouais, mais qui est mauvaise. mais, je sais pas. Ouais, mais peut-être que nous on l'a interprété comme ça. Mais moi la question c'est, je m'imagine la personne qui se retrouve des points communs avec le Joker et voit que le Joker, le moment où il sort de l'ombre et qu'il est dans la lumière, c'est le moment où il flamme laisse devant les caméras. son comportement de psychopathe se révéler. Et certains pourraient se dire, moi, sans forcément le rendre intelligible ou le mettre de manière rationnelle, va se dire, bah moi je vais faire pareil. Et Non, là, mais je ça, pense c'est- que ça peut être un vrai danger. Ah, mais ça peut être évident. Oui, hein. totalement, oui. Et clairement, si je vous posais la question, est-ce que vous le montreriez à votre petit frère ou votre petite sœur, j'espère Bah, que vous me direz non, quoi. Parce Bah, que ça là, dépend il est- de son âge en fait. S'il Oui, a non, l'âge mais pour d'accord, voir, ok. mais non, à tu 3 ans- connais l'expression, quoi. Oui, non, mais à si 3 c'est ans, non, un évidemment. frère de 16 ans et demi, oui, c'est pas. Voilà, mais à 3 ans, non. S'il a 6 ans, non. Il est assez dangereux. Loïc, tu Mais, veux oui, rajouter c'était quelque chose pour revenir rapidement sur les dangers par rapport au Punisher qu'on avait parlé. Un film qui montre bien ce danger-là, c'était Death Wish avec Bruce Willis, où il fait justice lui-même et d'autres gens veulent reprendre et se font tuer à cause de ça justement, Mm. en voulant faire justice eux-mêmes et qui n'ont pas les compétences. Bon, lui non plus dans le film, mais Mais pour moi, voilà, c'est le genre de film, quand on le regarde, il faut, même avant d'avoir commencé à le regarder, prendre un certain recul et savoir Mm. dans quoi on s'embarque en fait. C'est-à-dire que Faut- quand on le faut montre à comprendre quelqu'un que qui connaît c'est pas, une histoire fictive Voilà. et que c'est des codes qui sont fictifs mais qu'on peut pas utiliser dans le monde Ça marche pas dans la actuel, réalité. dans la réalité quoi. c'est pas pareil. Est-ce que vous voyez d'autres thèmes encore à aborder ou est-ce qu'on peut conclure? Je pense qu'on peut conclure. Ouais, c'est très bien. Alors, ce que je vous propose, bah, vous allez me donner, puisqu'on est sur le thème principal, vous allez faire un truc super sympa, mettre une note sur 20, hein, un truc que je fais assez régulièrement. Bah, vous allez faire la même chose, vous donnez une note sur ce film, et puis avec un rapide, un rapide commentaire, mais Ok. très synthétique. Bah moi je mettrais 15 rien que pour la performance de l'acteur et pour l'univers. Après c'est vrai que certaines parties sont un peu longues quoi. Loïc? moi je serais un peu plus brut parce que le film on me l'a survendu, donc du coup j'ai pas pu l'apprécier. Je pense que si je le regarderais maintenant, je l'apprécierais plus, mais je mettrais plus, allez 11, vraiment arraché, mais j'ai vraiment pas apprécié. Pu l'apprécier à sa juste valeur, je pense. Je pense que je vais mettre 14 parce que vraiment il est arrivé assez rapidement et il est pas arrivé sur un plan qu'on attendait en fait. C'est-à-dire qu'il a réussi à me surprendre et j'apprécie beaucoup que le nouvel acteur a réussi à faire quelque chose auquel on s'attendait pas et ça casse un petit peu des codes et du coup j'apprécie beaucoup cette nouvelle vision en fait. Alors moi je vais mettre un 14 aussi, parce que j'ai trouvé qu'il était extrêmement bien réalisé, que dans ce qui avait voulu être fait, c'est super bien réalisé. Il y a des effets de surprise, c'est assez profond, il y a de la réflexion, il y a différents niveaux de lecture. D'ailleurs, la preuve, si on a passé autant de temps à en discuter, c'est parce qu'il y a beaucoup de niveaux de lecture de ce film. Donc ça veut dire qu'il est très intelligent. Par contre, clairement, j'ai passé un mauvais moment. Parce que en fait c'est pas un film qui amène des bonnes vagues hein. Oui. Heureusement que j'étais pas sous Prozac à ce moment là parce que sinon je pense que voilà c'est vraiment et ça c'est une réalité. Alors c'est peut-être un défaut que j'aime bien avoir des films quand même qui m'amènent du bien-être et là je trouve que là très clairement C'est vrai qu'après quand on en ressort, ah bah non, il amène pas du bien-être. Clairement, moi j'ai été mal pendant le film, mal après. Et par contre, après j'ai apprécié de réfléchir dessus. Ça c'était intéressant. Mais je trouve qu'il amène pas du positif. Donc je mettrais que 14 pour ça. Et puis aussi pour les dangers quand même que ça peut représenter que j'évoquais tout à l'heure. Donc messieurs, nous avons terminé cette première émission. Donc elle fait à peine, elle va dire une bonne heure 10. Donc, est-ce que vous pouvez préciser comment est-ce qu'on peut vous contacter, vous retrouver, Malo? Sur la page Facebook de l'association, donc Éthique Dijon,
Voilà, donc un petit logo de renard, il est tout mignon. Et autrement, vous pouvez venir du coup au local qui est dans le département informatique. Vous serez accueillis. Voilà. Est-ce qu'il y a un mail aussi pour contacter? Oui, mais vaut mieux passer par la page Facebook. D'accord. Loïc? Je suis difficilement contactable, donc bon, j'ai pas grand chose à rajouter. Voilà. Ouais, bah, pour ma part, ça va être à l'éthique également. Je suis souvent dans les locaux de l'éthique, donc pour me trouver dès lors qu'on n'a pas cours ou entre la pause midi 1h30, je suis souvent à l'éthique. Voilà, du coup, et on est toujours adepte de discuter et de débattre sur n'importe quel sujet. Donc, Très bien. Et donc du coup nous allons donc terminer cette émission, donc nous verrons l'évolution qu'il pourra y en avoir à l'avenir. Nous enregistrerons une prochaine émission et le thème cette fois-ci ce sera le Mandalorien. Et j'aurai une autre équipe avec moi, a priori il devrait y avoir Sophie et deux fois Léo avec nous pour la prochaine émission. Voilà, merci à vous et puis merci d'avoir été à l'écoute de La Voix du Renard, la pause geek.